non? J'ai raison? Oui. Ah! Non, parce que moi, je vois quand je vais au cinéma avec ma femme, bon, eh ben déjà, on est mal assis, hein? D'après Galilée, le grand livre de la nature est écrit en langage mathématique. À travers cette capsule, nous allons nous intéresser à un chapitre de ce livre consacré à l'optique géométrique. Pour introduire cette vidéo, observons les deux représentations du système solaire. À gauche, nous avons une représentation basée sur le géocentrisme. La Terre est au centre et les autres astres vont graviter autour de la Terre. La deuxième représentation est basée sur l'héliocentrisme. Cette fois-ci, c'est le Soleil, qui est l'astre le plus lourd de notre système solaire, qui est au centre, et les astres plus légers, que sont les planètes, vont graviter autour du Soleil. Alors historiquement, les hommes ont pensé d'abord que le vrai système c'était le système géocentrique, et ensuite, à l'époque de Copernic, c'est le premier qui a remis en cause ce système-là, on est passé au système héliocentrique. La question que nous allons nous poser, c'est quelle observation a permis de valider le système héliocentrique? Pour répondre à cette question, nous allons d'abord voir les bases de l'optique géométrique, et notamment parler du principe de la réfraction. Ensuite, nous verrons les lentilles minces convergentes et leurs propriétés. Et enfin, nous verrons le principe d'une lunette astronomique. Qu'est-ce que l'optique géométrique? L'optique géométrique est la branche de la physique qui s'intéresse à la lumière. Elle modélise la lumière en utilisant des rayons lumineux. Et ce qui se passe, c'est que dans un milieu transparent et homogène, on dit aussi isotrope, la lumière va se propager en ligne droite. Alors pour illustrer ces propos, là je vous fais apparaître un schéma qui représente en jaune une source de lumière qui peut être primaire ou secondaire. Primaire, ça veut dire qu'elle émet elle-même sa lumière. Secondaire veut dire qu'elle diffuse la lumière d'une source primaire. Ici c'est un œil, donc lui ça sera le récepteur. Alors comme récepteur, on peut avoir aussi des capteurs. Et ce trait que vous voyez en rouge, c'est ce qu'on appelle un rayon lumineux orienté qui va toujours de la source de lumière au récepteur. Maintenant la question que nous allons nous poser, c'est que se passe-t-il lorsqu'un rayon lumineux change de milieu? Là vous voyez, on a considéré qu'il y avait un seul milieu homogène, transparent, par exemple l'air, et là nous en avons deux. Nous avons en bas de l'eau, où il y a des poissons, et au-dessus de l'air, où est situé les yeux justement du pêcheur là qui va attraper le poisson. Le poisson va jouer le rôle là de la source de lumière. Alors c'est une source de lumière secondaire, comme il est éclairé par le soleil, il va diffuser la lumière du soleil. Et le pêcheur, lui, il va voir cette lumière issue du poisson arriver jusqu'à ses yeux. Alors, si je considère que la lumière se propage en ligne droite à partir du poisson jusqu'aux yeux du pêcheur, on aurait un rayon lumineux orienté comme ceci. Or, dans la réalité, ce qui va se passer, c'est qu'à la traversée de la séparation entre l'eau et l'air, il va y avoir un phénomène de réfraction. C'est-à-dire que la direction du rayon lumineux va être modifiée, elle va être comme ceci. Donc, en fait, notre cerveau, lui, capte cette lumière qui provient du poisson, mais il ne prend pas en compte la réfraction. Donc le pêcheur, lui, et son cerveau vont avoir comme information, le poisson se trouve ici. Mais si le pêcheur est un bon pêcheur, il va savoir qu'en fait le poisson se trouve plus bas, et donc il va viser avec son harpon un peu plus bas que l'indication que lui donne son cerveau. Qu'est-ce que l'indice optique ou indice de réfraction noté n minuscule? L'indice optique caractérise le comportement de la lumière dans un milieu transparent. Voici sa définition, n égale c sur v. Alors c, c'est la vitesse ou célérité, ou cette petite lettre c, de la lumière dans le vide. Et v, c'est la vitesse, cette même lumière, mais dans le milieu que l'on va étudier. Exemple, si je prends l'indice de réfraction de l'air, je trouve 1. Qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie qu'en fait, la lumière va à la même vitesse dans l'air et dans le vide. Maintenant, si je prends l'exemple du verre, le verre, son indice de réfraction vaut 1,6. Ça signifie en fait que la vitesse de la lumière dans le verre est plus petite que dans le vide. Ou dit autrement que la vitesse de la lumière dans le vide est 1,6 fois plus grande que celle dans le verre. Alors maintenant nous allons voir ce qu'on appelle les lois de Snell-Descartes. Alors dans quelle situation on va utiliser ces lois? En fait c'est lorsqu'un rayon lumineux va arriver à la séparation, on appelle ça aussi un dioptre, entre deux milieux homogènes. Et dans ce cas-là, donc, ce rayon lumineux va perdre son caractère rectiligne parce qu'une partie va être réfractée et l'autre partie va être réfléchie. Alors le mieux, c'est de faire un petit schéma. En noir, vous avez ce qu'on appelle donc la séparation entre deux milieux, donc le dioptre. Au-dessus, je considère que j'ai un milieu que je vais appeler 1, avec son indice de réfraction N1. Ça en rouge avec la flèche orientée, là, c'est donc mon rayon incident qui provient d'une source de lumière. En vert, c'est ce qu'on appelle la normale au dioptre. En fait, elle est perpendiculaire au dioptre et elle passe par le point où le rayon incident va toucher le dioptre. Et je peux définir ce qu'on appelle l'angle d'incidence, que je vais appeler I1. Ensuite, en dessous, j'ai un milieu que je noterai 2, avec son indice de réfraction N2. Et
ce que vous voyez ici en orange, on va dire, c'est le rayon réfracté, avec son angle de réfraction, qu'on notera I2. La loi de la réfraction, qu'est-ce qu'elle dit? Elle dit que l'indice de réfraction dans lequel se trouve le rayon incident, fois le sinus de l'angle incident, est égal à N2, le milieu où sera le rayon réfracté, fois sinus de l'angle de réfraction. Alors, vous voyez déjà, on va pouvoir utiliser cette relation pour trouver qui est le plus grand entre N1 et N2. Comment fait-on? La fonction sinus est une fonction croissante. C'est-à-dire, si je prends sinus 0, ça vaut 0, et sinus pi sur 2, ça vaut 1. Donc entre 0 et pi sur 2, le sinus y croît. Donc ici, vous voyez, je vois bien que I1 est plus petit que I2. Et donc pour conserver mon égalité là, il faut que N2 soit plus petit que N1. Ensuite, maintenant, on va voir ce qu'on appelle la partie du rayon incident qui est, elle, réfléchie. Donc c'est le rayon que j'ai fait apparaître ici là, donc le rayon réfléchi. Je fais apparaître l'angle de réflexion. La loi de réflexion, elle dit simplement que l'angle d'incidence est égal à l'angle de réflexion. Qu'est-ce qu'une lentille en optique? Une lentille est un élément, en général en verre, destiné à faire converger ou diverger la lumière. Alors pour bien comprendre ce principe, je vous fais apparaître ici deux photos montrant le principe d'une lentille divergente ici et convergente là. Vous voyez que les lentilles sont éclairées par un faisceau de lumière représenté justement par trois faisceaux qui sont bien pareils entre eux. Et vous voyez que dans le cas d'une lentille divergente, ces trois faisceaux vont diverger. Et dans une lentille convergente, ils vont converger à un point particulier qu'on va appeler le foyer par la suite. Comment doit être la face des dioptres, des lentilles, pour avoir ce phénomène-là de divergence? En fait, les faces doivent être concaves. Vous voyez, là j'ai une face concave, là j'ai deux faces concaves, une face concave et une face convexe. Mais la face concave l'emporte sur la face convexe. Et pour lentille divergente, les dioptres, donc les faces de la lentille, doivent être convexes, ou au moins un des deux doit être convexe. Vous voyez, c'est le cas ici, on a une face convexe, là elle est plane, on va dire, convexe, convexe, convexe et concave. Le côté convexe l'emporte sur le côté concave. Alors maintenant, question plus intéressante, c'est pourquoi une face convexe fait-elle converger les rayons lumineux? Alors pour bien comprendre ce principe, là j'ai pris une lentille avec une face plane et donc une face convexe. J'ai représenté mes trois rayons lumineux qui arrivent parallèles. Alors pour la première face, donc premier dioptre là, les rayons ne vont pas être déviés. Pourquoi? Parce qu'ils arrivent perpendiculairement au dioptre. Donc I1 est égal à 0, donc le I réfracté sera aussi égal à 0. Ensuite, sur le deuxième dioptre, par contre, là, on va bien avoir une modification de la direction du rayon lumineux. Je fais apparaître l'angle I1 ici, en est dans du vert, et l'angle I2, vous voyez, il est plus grand. Alors comment on justifie que cet angle I2 est plus grand que I1? En fait, vous vous rappelez, dans le vert, on l'avait vu juste avant, l'indice de réfraction est de 1,6, et dans l'air, c'est de 1. Donc je passe d'un indice plus grand à un indice plus petit. Si j'applique la loi de la réfraction, N1 sinus I1 égale N2 sinus I2, N1 étant plus grand que N2, I2 est donc forcément plus grand que I1. D'où ce rayon-là qui va être dirigé dans cette direction-là. Et c'est pareil pour le rayon-là, et on voit bien que donc ces rayons vont bien converger. Comment modélise-t-on une lentille convergente? Tout d'abord, voici la photo d'une lentille convergente. On voit bien ici ces deux faces convexes, et voici sa modélisation. Donc la double flèche que vous voyez là, justement, c'est la modélisation de la lentille. Ensuite, on fait un axe horizontal orienté de la gauche à la droite. On va toujours considérer que la lumière se propage de la gauche à la droite. C'est pourquoi cette flèche est orientée de la gauche à la droite. L'intersection du modèle, donc on appelle ça l'axe optique. L'intersection du modèle et de l'axe optique, on appelle ça le centre optique. Et après, vous avez deux points particuliers qui vont jouer un rôle très important par la suite. C'est ce point-là, F et F'. On appelle ça le foyer objet et le foyer image. En fait, de manière générale, les objets vont se trouver à gauche de la lentille, dans le sens de propagation de la lumière, et les images à droite de la lentille. Je vous fais apparaître ici une distance qu'on appelle la distance focale, qu'on note F'. Donc vous voyez, là c'était un F majuscule pour le point, et F', F minuscule, c'est une distance. Donc une lentille convergente va être caractérisée justement par cette distance focale qu'on notera aussi par la suite OF' avec un tiret là qui stipule que c'est une distance qui peut être positive ou négative, et pour une lentille convergente, ce F' il est positif. Et ensuite, une fois qu'on a cette distance focale, on peut calculer sa vergence qui est l'inverse de la distance focale, qu'on note V majuscule. Cette vergence aura pour unité, alors ça pourrait être des mètres moins 1, comme la distance focale est en mètres, mais en fait on utilise plus souvent la dioptrie comme unité, et son symbole c'est un delta.
quand vous allez chez l'ophtalmologue qui vous prescrit des lentilles pour porter des lunettes, en fait, les lentilles sont caractérisées par tant de dioptries. Alors justement, je vais vous montrer ici deux schémas qui représentent donc deux lentilles. Une première là à gauche qui est très bombée, on va dire, et à droite qui est peu bombée. Vous avez les rayons lumineux là qui montrent comment convergent les rayons. Donc là, vous voyez, là, on peut dire qu'ils convergent bien, et là, ils convergent moins bien. Donc, conclusion, en fait, la distance focale là sera petite, et là, elle sera plus grande. Et donc, cette première lentille qui est très bombée est très convergente, et cette deuxième lentille qui est peu bombée et peu convergente. Alors, si on prend les extrêmes, la sphère serait la lentille qui serait la plus convergente, et si on avait deux faces planes, on aurait une lentille qui ne serait pas du tout convergente. Comment prédire la position et la taille d'une image à travers une lentille convergente? On va voir qu'il existe deux méthodes. La première est une méthode graphique à partir de la construction de rayons lumineux. Donc voilà le résultat que l'on va obtenir si l'on veut déduire la position de l'image de l'objet AB. Donc AB là est un objet, il est situé à gauche de la lentille dans le sens de la propagation de la lumière, et A'B' est l'image de AB à travers cette lentille. Pour construire les rayons que vous voyez ici, on va s'appuyer sur les propriétés des lentilles. La première propriété, c'est que tout rayon qui passe par le centre optique n'est pas dévié. Deuxième propriété, tous les rayons qui passent par le foyer objet vont être déviés par la lentille, mais vont ressortir parallèles à l'axe optique. Et troisième propriété, tous les rayons qui arrivent parallèlement à l'axe optique au niveau de la lentille vont être déviés et vont passer par le foyer, cette fois-ci image de la lentille. Alors allons-y, je vous explique comment construire l'image de B à travers la lentille, donc on obtiendra B'. Je vais construire un premier rayon donc issu de B qui passe par le centre optique. Donc on l'a vu ici, le rayon n'est pas dévié. Deuxième tracé, on part toujours du point B et on trace un rayon qui passe par le foyer objet. Donc là il va arriver nos lentilles et là il va être dévié parce qu'il ne passe pas par le centre optique et il va ressortir parallèle à l'axe optique. Vous voyez là l'intersection de ces deux rayons, le vert et le bleu, donne le point B' que l'on cherche. Et on peut vérifier avec un troisième tracé. Cette fois-ci, on va tracer un rayon issu de B qui est parallèle à l'axe optique. Donc là, il va être dévié et là, il va passer, d'après ce qu'on a vu ici, par le foyer image. Et vous voyez que ces trois rayons doivent se croiser au point B'. Une fois qu'on a le point B', pour trouver A', il suffit de projeter B' sur l'axe optique et on obtient A'. Donc on a bien construit l'image A'B' de AB à travers la lentille. À présent, je vais vous présenter la deuxième méthode qui est une méthode numérique. Alors pour cela, par rapport au schéma qu'on a fait juste avant, avec notre lentille, l'objet et l'image, je vais définir un repère. Alors ce repère aura pour origine le centre optique de la lentille, vous voyez, il est ici, et je vais définir deux axes, un axe horizontal qui va correspondre à l'axe optique, sauf qu'il est orienté dans le sens de propagation de la lumière, c'est-à-dire de gauche à droite, donc je vais apparaître mon X là positif, et un axe vertical qui sera un axe perpendiculaire à l'axe optique et qui va passer par le centre optique, en fait qui est sur la lentille, et pareil, il est orienté vers le haut positivement. Une fois que j'ai défini ce repère, je vais mesurer les distances algébriques. Alors la première distance qu'on va mentionner, c'est la distance focale, donc la distance entre O et F', qui vaut ici 14,2 cm. Donc voilà qu'on note OF' avec un trait au-dessus, ça veut dire que c'est une grandeur algébrique qui peut être positive ou négative. Alors il faut savoir que les points F, F', les foyers, objets et images, sont symétriques par rapport au centre optique. Donc OF, ça sera égal à moins 14,2 cm, une distance négative. Ensuite OA, donc la position de A, l'objet que j'étudie, donc lui il est situé à moins 20 cm par rapport au centre optique. Et la taille de l'objet vaut 1 cm. Je vous fais apparaître ici les données qu'on a obtenues grâce à la première méthode, grâce aux constructions des rayons lumineux. On a trouvé que A' était situé ici, vous voyez par rapport au point B', là on avait projeté sur l'axe optique. Donc on avait OA' qui valait 50 cm et A'B', on l'avait lu aussi ici, donc moins 2,5 cm. Alors je vais vous montrer comment je peux retrouver cette distance-là par un calcul. La question c'est où se situe l'image A' de A. Pour ça, je vais utiliser ce qu'on appelle la relation de conjugaison qui dit que 1 sur OA' moins 1 sur OA est égal à 1 sur OF'. Donc moi je cherche OA', je vais isoler le rapport 1 sur OA', donc c'est égal à 1 sur OA plus 1 sur OF'. Je passe à l'application numérique, je remplace OA par moins 20, ne pas oublier le moins, OF'
par 14,2. Et donc si on fait le calcul, on obtient 0,020. Et pour trouver OA', j'ai plus qu'à faire l'inverse. Donc 1 que divise 0,02 et ça nous donne bien 50 cm. Je suis bien en centimètres parce que toutes les distances que je vous ai données ici sont aussi en centimètres. Où se situe l'image B' de B? Donc je fais apparaître de nouveau le schéma avec la lentille, l'objet et l'image. Donc le but c'est de trouver cette distance A'B' par un calcul. Alors au préalable, je fais apparaître les distances qu'on a déjà mentionnées. Donc AB, on avait lu 1 cm. OA, il est situé à 20 cm derrière la lentille. OA', on l'a calculé, on a trouvé 50 cm. Et donc là, maintenant, je vais utiliser une deuxième relation. On appelle ça la relation du grandissement. Alors le grandissement, qu'est-ce que c'est? En note gamma, c'est en fait le rapport de la taille de l'image, A'B', sur la taille de l'objet. Donc en fait, on dit que l'image est soit agrandie, soit rétrécie par rapport à l'objet grâce au grandissement. Et alors, il existe une relation entre ce rapport A'B' sur AB et OA' et OA. En fait, on a l'égalité de A'B' sur AB qui est égale à OA' sur OA. Donc ça se démontre par la relation de Thalès. Cette figure géométrique que vous voyez là, d'après Thalès, on sait que si on fait le rapport de A'B' sur AB, on obtient OA' sur OA. Donc c'est ce qui est écrit ici. Donc là, je vais l'utiliser pour calculer la distance A'B'. Donc A'B', si je l'isole cette relation-là, ça me fait AB qui multiplie OA' sur OA. J'ai plus qu'à faire l'application numérique. Je remplace AB par 1 cm, OA' par 50 cm et OA par moins 20. C'est ce qui est marqué ici. Si on fait le calcul, on trouve moins 2,5 cm. Et donc, c'était bien cette distance-là qu'on avait mesurée dans la diapo précédente. Donc, tout va bien. Une fois que j'ai la distance A'B', je peux maintenant calculer le grandissement en faisant le rapport A'B' sur AB. Et donc, j'obtiens moins 2,5 cm. Alors, le calcul de ce grandissement nous permet de caractériser la nature de l'image. En fait, si gamma est inférieur à 0, ce qui est le cas ici, on dit que l'image est renversée. En fait, elle se situe sous l'axe optique et pas au-dessus. Donc, si gamma avait été supérieur à 0, positif, on aurait dit que l'image est droite. Ensuite, la valeur absolue de gamma nous donne une information. Donc, si la valeur absolue de gamma est supérieure à 1, ce qui est le cas ici, on dit que l'image est agrandie. Elle est plus grande que l'objet. Et dans le cas contraire, si la valeur absolue de gamma est inférieure à 1, on dit que l'image est réduite. Donc ici, on a bien une image qui est renversée et agrandie. Dans cette troisième partie, nous allons parler de lunettes astronomiques. Alors, une lunette astronomique, c'est un instrument d'optique qui permet d'observer des objets lointains. Comment caractérise-t-on la taille d'un objet lointain? Imaginons une personne qui observe la Lune depuis la Terre. On va non pas donner la taille en mètres de cet objet, donc la Lune l'a observé, mais son angle d'observation que l'on note alpha ici. Alors, il faut savoir que, vu de Terre, la Lune et le Soleil ont le même angle d'observation, environ 0,5 degrés. Tout le monde sait que le Soleil a une taille beaucoup plus grande que la Lune, mais parce que le Soleil est situé à une distance beaucoup plus grande que la distance Terre-Lune, on aura cette égalité pour les deux astres. Donc justement, je vais vous montrer comment on relie cet angle d'observation à la taille des objets observés et à la distance qui les sépare de nous. Alors pour ça, je fais apparaître ici les deux dimensions dont on vient de parler. Donc D, c'est la taille de la Lune, et L, c'est la distance qui nous sépare l'observateur de la Lune. Et là, je fais apparaître deux triangles rectangles que je vais exploiter. Au préalable, je fais apparaître l'angle alpha sur 2 ici, donc c'est la moitié d'alpha, et ici le rayon, donc D sur 2 de la Lune. Donc j'applique de la trigonométrie en exprimant la tangente de alpha sur 2, et par définition, c'est le côté opposé, donc D sur 2, que divise le côté adjacent, L. Ensuite, je fais l'hypothèse que alpha est petit, ce qui est vrai, et je peux remplacer tangente alpha par alpha. Donc ainsi, j'obtiens alpha sur 2 égale D sur 2L. Je simplifie par les deux que vous avez au dénominateur ici, et donc j'ai cette relation-là, alpha égale D sur L. Ensuite, maintenant, ce qu'il faut comprendre, c'est comment se comporte notre œil lorsqu'on observe un objet lointain. Alors là, je vous ai redessiné un petit peu la situation qui était là, avec la Lune, et là, c'est la modélisation de notre œil. Notre œil, en fait, notamment ce qu'on appelle du cristallin, qui va jouer le rôle ici d'une lentille, donc peut être modélisé par une lentille convergente. Et là, vous avez ce qu'on appelle la rétine, où vont se former les images observées par notre œil. Et donc, c'est là où les rayons lumineux vont converger. Alors, tout d'abord, parlons d'un objet lointain en optique. On appelle ça un objet à l'infini. Et la conséquence d'avoir un objet à l'infini, c'est que les rayons issus de cet objet vont être parallèles. Et donc, ils vont arriver tous ces rayons parallèles par rapport à la lentille. Sauf que, vous vous rappelez, juste avant, quand on avait parlé de lentilles, on avait vu que lorsque des rayons étaient parallèles à l'axe optique, ils convergeaient sur le foyer image f'. Or ici, ils sont bien parallèles, mais ils ne sont pas parallèles à l'axe optique. Donc ils vont converger
dans ce qu'on appelle le plan focal image. C'est le plan qui passe par f' et qui est perpendiculaire à l'axe optique. Quelle est la constitution d'une lunette astronomique? Donc une lunette astronomique va nous permettre d'observer un objet, un astre lointain, donc considéré en optique à l'infini. Donc je reprends l'exemple de ma lune que je veux observer. Et pour ça, je vais utiliser donc une lunette astronomique qui est représentée ici. Et on nous dit qu'elle doit être constituée de deux lentilles convergentes que vous voyez modélisées là. Donc là, la première lentille avec son centre optique O1 et la deuxième lentille avec son centre optique O2. Les deux traits rouges là qui sont incomplets, on considère que ce sont les rayons issus de l'objet à l'infini, donc parallèles entre eux. Et vous voyez que cette fois-ci, contrairement à la diapo précédente, ils sont aussi parallèles à l'axe optique. Lentille convergente, on appelle ça l'objectif. L'objectif aura pour but de capter la lumière et de former au niveau ici du foyer image de la première lentille, donc de l'objectif, donc l'image de l'objet à l'infini. Et ensuite, la deuxième lentille, qu'on appelle l'oculaire. Alors pourquoi l'oculaire? Ça doit faire penser à l'œil, parce que notre œil, qui va utiliser la lunette astronomique, va être positionné ici, proche de l'oculaire. Donc cette deuxième lentille va permettre de réaliser une image de l'astre à l'infini. Pour que les rayons sortent ici par l'axe optique, il faut que le foyer objet de la deuxième lentille, donc l'oculaire, soit à l'endroit où s'est formée l'image de l'objet infini à travers l'objectif. Donc dit autrement, le foyer image de l'objectif doit être confondu avec le foyer objet de l'oculaire. Donc ainsi, on peut résumer ceci en disant que pour obtenir une image à l'infini de l'objet infini, le foyer image de l'objectif doit être confondu avec le foyer objet de l'oculaire, f1' égale f2. Et lorsqu'on a réalisé ceci, on dit que notre instrument d'optique est afocal. Pourquoi? Parce qu'en fait, c'est comme si c'était rien passé. Vous voyez, de deux rayons parallèles, on obtient ici deux rayons aussi parallèles. Comment construire l'image à travers une lunette astronomique? Donc là, je vous fais apparaître d'entrée tout le tracé qu'on va réaliser juste en dessous. Vous reconnaissez bien sûr ici l'axe optique, nos deux lentilles, donc l'objectif et l'oculaire. Et on considère qu'on a un objet situé à l'infini qu'on note AB. Le tracé que vous avez d'entrée, c'est celui-là. Tout le reste, ça va être fait par la suite. Donc ce tracé, vous voyez, quand il arrive au niveau de la lentille, là, forcément, il va être réfracté, donc dévié. Comment on trouve justement la direction de ce trait noir? Donc, pour ça, on va s'intéresser d'abord à où est-ce qu'on va placer cette image dite intermédiaire A1, B1. Alors, on va utiliser un deuxième rayon, un rayon vert qui n'était pas à l'origine. C'est vous qui avez le tracé pour trouver justement le point B1 là. Et ce rayon vert, comment on le trace? Il doit être parallèle à ce rayon-là, mais il doit passer par le centre optique O1. On sait que tout rayon qui passe par le centre optique n'est pas dévié. Donc là, vous voyez, vous pouvez le tracer jusqu'à la lentille suivante, l'oculaire. Et comme les rayons là, ils sont tous parallèles, ils vont tous converger dans le plan focal image de l'objectif. Donc en fait, c'est comme ça qu'on trouve le point BE. C'est l'intersection entre ce rayon vert et le plan focal image de la première lentille. Une fois que j'ai ce point BE, maintenant je peux relier, vous voyez, le point où le rayon venant de B à l'infini touche ici la lentille, et donc je peux tracer ce rayon-là. Il ne faut pas s'arrêter ici, il faut aller jusqu'à la deuxième lentille, et ainsi on a donc la trajectoire du rayon lumineux issu de B à l'infini. Maintenant, occupons-nous de trouver l'image A2B2 à l'infini. Donc, construction de A2B2. Là, j'ai tracé donc ce rayon-là. Là, maintenant, la question que je vais me poser, c'est quelle est la direction que va prendre le rayon lorsqu'il va arriver au niveau de la lentille 2, donc l'oculaire. Il va être réfracté, donc pour trouver cette direction-là. Donc, là, je pars de B1, qui maintenant constitue l'objet de la deuxième lentille. Et je vais tracer ce trait en pointillé qui passe par le centre optique de l'oculaire, et on sait qu'il n'est pas dévié. Et donc, comme B1 est situé dans le plan focal objet de la deuxième lentille, les rayons qui vont ressortir ici vont être parallèles entre eux. Donc c'est pour ça qu'une fois que j'ai cette direction-là, et donc cet angle alpha prime, je peux tracer donc le rayon là en le faisant parallèle à celui-ci. De la même façon, vous voyez, pour le trait vert là, je peux aussi le prolonger ici, lui aussi sera parallèle. Donc ainsi, je trouve l'image A2B2 à l'infini de mon objet AB situé lui aussi à l'infini. Comment caractérise-t-on une lunette astronomique? Alors, contrairement à une lentille convergente où on avait utilisé le grandissement qui était le rapport de A'B' sur AB, là on va utiliser ce qu'on appelle le grossissement qui va être un rapport des angles alpha' et alpha, G égale alpha' sur alpha. Alors là, je vous fais apparaître le schéma qu'on avait vu juste avant et vous voyez ces angles alpha et alpha' sont ici. Alpha, c'est ce qu'on appelle l'angle d'observation à l'œil nu,
si on n'avait pas utilisé les lunettes astronomiques, et alpha prime, c'est l'angle avec lequel on voit cet astre lointain à travers la lunette astronomique. Donc le but, si on a une lunette astronomique très performante, c'est d'avoir un alpha prime beaucoup plus grand que alpha. Donc plus le grossissement sera grand, plus on aura une lunette astronomique performante. Alors maintenant, je vais vous montrer comment on relie le grossissement aux distances focales. Là, je fais apparaître la distance focale de l'objectif, et là, je fais apparaître la distance focale de l'oculaire. Ensuite, j'ai fait apparaître aussi l'angle alpha, vous voyez, ici, entre les deux lentilles, et alpha prime ici. Ainsi, je vais définir ici deux triangles rectangles, et je vais pouvoir appliquer la trigonométrie en disant que tangente alpha, c'est le côté opposé, donc la taille de l'image intermédiaire, A1, B1, que divise le côté adjacent, la distance focale F1. De la même façon, pour ce deuxième triangle rectangle, je peux dire que c'est tangente alpha prime égale A1, B1 sur F2. On fait l'hypothèse que les angles alpha et alpha prime sont petits, donc je remplace tangente alpha par alpha et tangente alpha prime par alpha prime. Et j'exprime maintenant mon grossissement en disant que c'est le rapport de alpha prime sur alpha. Donc je reporte ici les expressions d'alpha prime et de alpha. Je mets en forme tout ça, donc ça me fait A1, B1 que divise F2, que multiplie l'inverse du dénominateur, donc F1 sur A1, B1. Les deux A1, B1 s'éliminent, et donc une simplification qui dit que G, le grossissement, est égal au rapport de F1 sur F2. Donc vous voyez que pour avoir un grossissement le plus grand possible, il faut que ma distance focale F1 soit très grande et que ma distance focale F2 soit très petite. Et vous vous rappelez, plus la distance focale est grande, moins la lentille va être convergente. Et plus la distance focale est petite, plus elle est convergente. Donc pour avoir une lunette astronomique performante, on doit avoir un oculaire très convergent et un objectif très peu convergent. Pour conclure, revenons à la question qu'on s'était posée lors de l'introduction et qui était la suivante. Quelle observation a permis de valider l'héliocentrisme? Ce dessin-là vous donne la réponse. En fait, c'est en 1610, le célèbre Galilée a utilisé un instrument d'optique qui n'était pas rigoureusement une lunette astronomique, mais l'ancêtre de la lunette astronomique. Et cette lunette lui a permis d'observer des choses qu'on ne pouvait pas voir à l'œil nu. En effet, cette lunette avait un grossissement de 14, G égale 14, donc il a vu avec un angle d'observation 14 fois plus grand ce qu'on voyait à l'œil nu. Et alors il a pointé sa lunette vers Jupiter. Et qu'est-ce qu'il a vu? Il a vu d'abord que Jupiter avait des lunes, et en observant la position de ces lunes au cours du temps, il s'est rendu compte que ces lunes orbitaient autour de Jupiter. Et donc sa conclusion a été la suivante. Pour une première fois, on voyait autre chose qui orbitait autour de la Terre. Et sa conclusion a été de dire que ce qui fait qu'un objet orbite autour d'un autre, c'est sa masse. Plus l'objet est léger, c'est lui qui va orbiter autour de l'objet, l'astre le plus lourd. Et ainsi, il a conclu que ce n'était pas le Soleil qui devait orbiter autour de la Terre, mais l'inverse, puisque le Soleil étant plus lourd que la Terre, c'est la Terre et les planètes du système solaire qui orbitent autour du Soleil. Donc ça a permis de valider le système héliocentrique. Je vous remercie d'avoir visionné cette vidéo jusqu'au bout, et je vous souhaite bon vent les scientifiques. Le côté artistique, c'est moi, donc je te demanderai de ne pas t'en mêler. Si je te demande de mettre des chaussures comme ça, c'est parce que j'ai mes raisons, et je travaille en noir et blanc, moi, ici, hein. Je suis obligé d'appuyer les couleurs, hein. Sinon, ça va rendre fat, hein. Tu vois, ça, tu ne sais pas, parce que tu connais pas ça.